Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Sier, qui est chercheur au CEA. Le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et qui va nous faire une présentation sur le thème forêt et changement climatique, et plus particulièrement de l'évolution du puits de carbone forestier en France. Alors c'est direct, vous connaissez le principe très rapidement, à peu près 35 minutes de présentation de notre intervenant, et ensuite une vingtaine de minutes autour de questions que vous pouvez poser en utilisant le fil de discussion. Vous ne posez pas directement les questions à l'oral, c'est nous qui allons les relayer à notre intervenant. Mais sans tarder, allons dans le vif du sujet. Philippe, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Eh ben, merci à vous d'avoir trouvé un petit peu de temps en cette fin d'année toujours très dense. Je vais rapidement vous présenter, c'est ce que l'on fait habituellement. Alors, vous êtes physicien, directeur de recherche au CEA, membre du laboratoire LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Alors, vos recherches, j'ai appris qu'elles avaient donné lieu à un nombre assez conséquent de publications scientifiques, 1300 si mes données sont exactes. En fait, elles se sont vraiment focalisées sur la compréhension des relations entre les gaz à effet de serre et le climat. Vous avez été pionnier dans l'intégration des écosystèmes cultivés dans les modèles d'écosystèmes globaux, afin de mieux comprendre notamment comment les puits de carbone, qui sera vraiment l'objet de notre propos du jour, peuvent être gérés pour atténuer le réchauffement climatique. Et à ce titre, il y a un rapport qui est assez emblématique à mes yeux, c'est celui que vous avez co-dirigé pour l'Académie des sciences en 2023, qui s'intitule La forêt française face au changement climatique. Voilà, sans tarder, Philippe, je vous laisse la parole. Je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange et je vous souhaite bien entendu une très bonne présentation. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je voudrais donc partager quelques remarques sur le suivi de l'absorption du carbone par les forêts, en particulier en France. Pourquoi on s'intéresse aux forêts? D'abord parce qu'elles ont évidemment une valeur culturelle importante. Elles ont une valeur importante pour la préservation de la biodiversité, la prévention des inondations, mais surtout dans la lutte contre le changement climatique, puisque les forêts européennes ont absorbé et continuent à absorber du carbone, et la Commission européenne et l'Union européenne, ses États membres, ont pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire on va avoir zéro émission nette. Et il y a 2 ou 3 ans, la Commission a proposé, les États membres se sont mis d'accord pour dire que comme c'était effectivement très difficile de réduire les émissions de CO2 fossiles dans le secteur industriel, on pourrait peut-être demander de l'aide aux forêts. Et dans le plan pour atteindre la neutralité en 2050, donc on compte sur une absorption de carbone de 400 millions de tonnes de CO2 par an en 2030 et ensuite un suivi jusqu'en 2050. 400 millions de CO2 ôtés de l'atmosphère par an par les forêts, c'est un chiffre très important. Ça revient en quelque sorte à neutraliser finalement les émissions, par exemple, de la France et de tous les pays du Benelux. La question, évidemment, c'est où on en est dans cette trajectoire, est-ce qu'on peut le faire et quels sont les risques, finalement, si nos forêts absorbent moins de carbone que prévu. Alors, pourquoi les forêts en Europe absorbent du carbone? Un petit peu peut-être pour des facteurs environnementaux, mais surtout parce que les forêts ont une démographie favorable. Euh, Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de forêts ont été coupées, notamment en Europe centrale, et on a eu, notamment en France, des grands programmes de plantation, des plantations de résineux pour la plupart, qui ont conduit à une augmentation de la superficie des forêts, mais surtout à une dynamique de croissance, c'est-à-dire que les forêts étaient jeunes. Évidemment, un arbre jeune, il va pousser, et en poussant, il accumule de la biomasse et il séquestre du carbone. Donc la principale raison pour laquelle on a un puits de carbone depuis 50 ans, c'est principalement parce que les forêts étaient très jeunes, il y a 50-60 ans, et comme une forêt, ça met longtemps à pousser, évidemment, on continue à vivre en quelque sorte sur cette trajectoire. Et en même temps, les forêts européennes sont récoltées. Elles sont presque toutes gérées. Il y a très peu d'espaces naturels où il n'y a pas de gestion. Et elles nous procurent à peu près 150 millions de tonnes de bois par an. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré ces prélèvements économiquement importants, la pousse ou la repousse des forêts est supérieure puisque on voit qu'elles stockent du carbone sur pied. Les forêts sont plus hautes, elles sont plus denses, elles contiennent plus d'arbres par hectare.
en raison donc de leur démographie favorable, de leur âge relativement jeune quand on est une forêt. Et alors, là où les choses commencent à changer, c'est au tournant des années 2000, parce que le changement climatique s'accélère, le climat de l'Europe se réchauffe 2 ou 3 fois plus vite que la moyenne mondiale, et surtout, avec ce réchauffement, on a des épisodes de sécheresse et de déficit hydrique qui sont très importants, notamment pendant les étés. Le premier événement marquant, ça a été la canicule et la sécheresse de l'été 2003, qui a été suivi en Russie par une immense vague de chaleur qui a duré presque un mois en 2010, et puis en 2018, en Allemagne, en Pologne et dans le sud de la Scandinavie, en 2022, en 2023 et presque en 2024, de sorte que ces événements extrêmes, ils augmentent à la fois en intensité, en sévérité, on a plus de déficit hydrique et on a des températures plus élevées qui affectent forcément la croissance et la mortalité des végétaux, des arbres, et aussi ces événements, ils sont plus fréquents dans le temps. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, de ces changements climatiques rapides, à gauche, vous avez, d'après les données de Météo France, le déficit hydrique sur toutes les années dans le passé. Et puis, on peut regarder l'année 2022, donc, qui était une année record de sécheresse. Et on voit que pendant toute la période entre mi-juillet et fin septembre, en fait, le déficit hydrique est un record. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu, avant cette année-là, aussi peu d'eau disponible pour la végétation. Et si on regarde la courbe de température, hein, donc on a une normale, une moyenne, on appelle les normales saisonnières, et on peut voir qu'en fait, au cours de cette année, eh bien, 2022, eh bien, la plupart de l'été a connu des températures pendant plusieurs semaines qui sont parfois 5 voire 10 degrés plus élevées pendant les périodes de canicule que la normale. Et on a au contraire très peu d'épisodes en bleu où il fait plus froid que la normale saisonnière. Si on regarde par exemple l'année 2023, c'est pareil, hein, les étés sont systématiquement, de manière récurrente, de plus en plus chauds, voire de plus en plus secs. Et alors, malheureusement, cet impact du changement climatique, ce n'est pas une crise transitoire, c'est quelque chose qui va continuer dans le futur. Évidemment, le futur est devant nous, hein. Si on arrive à réduire les émissions de CO2 suffisamment, on aura un réchauffement inférieur à 2 degrés. 1,5 degré, qui était un des objectifs des accords de Paris, malheureusement, aujourd'hui, globalement, il est dépassé. Et si on ne fait rien, évidemment, on aura un réchauffement beaucoup plus élevé. Vous avez sur la gauche la courbe des températures historiques, hein, donc vraiment les mesures météorologiques, pendant l'été, entre 1950 et 2022, avec donc une augmentation prononcée à partir des années 1980, et puis ce pic, cet été très chaud, très caniculaire en 2020, en 2003. Et typiquement, ce genre d'événement, c'est quelque chose qui devait se produire pour un climat normal tous les 150, tous les 200 ans. Et puis, seulement 20 ans plus tard, en 2022, les températures d'été ont atteint finalement la même valeur extrême. On parle quand même de, pendant tout un été, de températures qui sont 2 degrés, 3 degrés plus élevées que la normale. Après, si on regarde à droite la distribution de l'anomalie de température d'une année sur l'autre pendant l'été, on voit que sur la période historique, un événement comme 2023 ou 2022, il a peut-être, je ne sais pas, quelques pourcentages, 2 ou 3% de chance d'arriver. Par contre, si on regarde les projections climatiques, donc des scénarios de climat à haute résolution qui ont été faits par Météo France, on voit que pour un réchauffement global à 2 degrés, l'Europe se réchauffe pratiquement de 3 ou 4 degrés. Et là, on a pratiquement une chance sur 4 ou une chance sur 5 d'avoir un été comme 2003 tous les 3 ou 4 ans, tous les 4 ou 5 ans. Et si le réchauffement global continue, si on ne fait rien pour réduire les émissions, là, on voit que des étés comme ça, comme ceux qu'on a connus, ça va devenir la norme, c'est-à-dire que pratiquement une année sur deux, on aura ce type d'été. Et surtout, en fait, les extrêmes vont continuer à augmenter, c'est-à-dire qu'on s'attend dans le haut de la distribution, en haut à droite, à avoir des températures moyennes en été qui vont être 5, voire 6 degrés plus élevées que ce qu'on a connu. Et ça, c'est très préoccupant parce qu'on n'a pas d'analogue, en fait. On n'a pas d'expérience passée
de ce type d'été, je dirais, super caniculaire ou super sec. Et évidemment, on ne sait pas comment la végétation va réagir à ce réchauffement qui serait prévu, donc si le climat global atteignait un réchauffement de 3 degrés. Alors, que font les forêts sur cette période récente? L'outil de base pour essayer de connaître le carbone qui est pris ou qui est émis par les forêts s'appelle des inventaires. Un inventaire, qu'est-ce que c'est? C'est comme un sondage pour les élections. Il y a énormément de forêts en France, on ne peut pas toutes les mesurer. Et donc, on va faire un échantillon statistique. On va essayer de mesurer, par exemple, 6000 placettes forestières, qui sont toutes petites, hein, qui sont 0,1 hectare. On va regarder combien de carbone elles ont gagné, elles ont perdu, avec des revisites qui se produisent tous les 5 ans. Et ensuite, on va calculer, en quelque sorte, une moyenne des changements. Alors, ça marche bien, comme tous les sondages. On n'a pas besoin de sonder tous les Français pour connaître, prédire le résultat d'une élection. Il suffit d'avoir un échantillonnage représentatif. Et avec 6000 placettes, on se débrouille assez bien. Par contre, ça ne marche qu'à l'échelle nationale. Évidemment, à l'échelle d'un département, vous avez 30 placettes. Et là, bah, c'est plus de la loterie. Vous pouvez prendre 30 forêts qui perdent du carbone ou 30 qui gagnent du carbone. Évidemment, les méthodes d'inventaire ne fonctionnent pas très bien. Alors, que nous disent ces inventaires à l'échelle de l'Europe? En négatif, vous avez l'absorption du carbone. C'est le CO2 qui est enlevé de l'atmosphère. On le compte négativement parce que pour la forêt, évidemment, c'est un gain, mais pour l'atmosphère, c'est une perte de CO2. Et puis, en positif, vous avez les émissions dans tout le secteur de l'usage des terres. Alors, on voit que les émissions, en fait, de CO2, elles ne se passent pas trop dans la forêt, elles se produisent sur les cultures et les prairies, principalement par les émissions de N2O, hein, des engrais, et de méthane qui sont produits par les animaux. La forêt, donc, c'est un puits de carbone, comme vous le voyez sur les barres vertes. Et ce puits de carbone, il peut être décomposé en deux types de forêts. Les forêts qui sont établies, qui existent depuis longtemps, et vous voyez qu'elles stockent à l'échelle de l'Union européenne pratiquement 300 millions de tonnes de CO2 par an. On n'est pas loin de cet objectif dont on parlait avant. Et puis, vous avez des régions où il y a de nouvelles forêts, principalement dans le sud de l'Europe à cause de la déprise agricole. C'est-à-dire qu'il y avait de l'agriculture en montagne, ces zones agricoles, ces terrasses, etc., ont été abandonnées et on a une reconquête de la forêt qui est assez faible, mais qui produit quand même, c'est la petite barre verte en bas, une absorption supplémentaire. Et puis en bleu, vous avez ce qui est en aval de la forêt, c'est-à-dire qu'on récolte du bois, mais une grande partie de ce bois, il est brûlé pour produire de l'énergie, mais il y a quand même une petite partie qui est transformée, qui sert à faire des produits du bois, des charpentes, des tables, des meubles, etc. Et ces produits du bois, bah, ils continuent à s'accumuler, je dirais, dans l'économie, dans la filière bois. Et on peut souvent fantasmer, est-ce qu'on peut avoir une économie complètement basée sur le bois? Est-ce qu'on peut séquestrer des quantités incroyables de carbone aujourd'hui en jouant sur la longévité et la quantité de produits? On pourrait substituer beaucoup de choses par du bois. Aujourd'hui, cette accumulation dans les produits du bois, c'est la petite barre bleue qui est en bas, hein. HWP, ça veut dire Harvested Wood Products. C'est en fait une quantité très faible. Et alors, la courbe noire qui fait le bilan des pertes et des gains, c'est un gain, c'est négatif. Mais surtout, on voit que jusqu'en 2010, tout se passait bien. On était pratiquement dans l'objectif qui avait été proposé en 2015 par la Commission européenne. C'est d'ailleurs sur la base des données hein, que cet objectif avait été proposé. Mais malheureusement, on voit que depuis 2010, on a un déclin, on a un affaissement très prononcé des puits de carbone de plus de 20, Ok, vous avez été. presque 30% en fait, à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et puis, si on compare le déclin actuel, là où on en est aujourd'hui, par rapport à là où on doit être en 2030, 2030 c'est dans 5 ans, c'est presque demain, mon graphe n'est pas complètement mis à jour, parce que les inventaires ont toujours un peu de retard par rapport à l'année en cours. Donc on avait des données publiées, publiques, que jusqu'en 2021. On voit qu'on va avoir un problème, c'est-à-dire que bah, probablement l'Europe ne pourra pas tenir ses objectifs de neutralité. Alors souvent, on pense à la forêt comme quelque chose qui va se dégrader lentement et qui va pousser lentement, parce qu'évidemment, les arbres, on sait que ça pousse lentement. En fait, ce n'est pas toujours le cas. Là, vous avez l'exemple de ce qui s'est passé en République tchèque, donc un pays qui a des forêts surtout dans l'Est, et surtout des forêts de résineux, d'épicéas. On voit que la République tchèque était un puits de CO2 de 10 millions de tonnes de CO2 par an,
Et puis brutalement, en 2018, eh ben, ils ont perdu l'équivalent. Et aujourd'hui, ils émettent du CO2 pour à peu près la même quantité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une sécheresse très importante dans l'Europe centrale en 2018, avec un printemps chaud et sec, suivi d'un été chaud et sec. Alors à ce moment-là, évidemment, ça se passe mal pour les plantes. Mais c'est surtout après 2018 que les choses sont allées, je dirais, de pire en pire, parce que suite à la sécheresse, les arbres, notamment les épicéas, étaient plus faibles, ils produisent moins de résine et ils sont moins capables de se défendre contre les attaques d'insectes. Il y a des insectes qui s'appellent les scolites, qui sont des insectes tueurs, en fait, qui se ruent sur les troncs des arbres, qui perforent des trous sous l'écorce pour y loger leurs larves. Et en faisant ces trous, en fait, ça empêche simplement la sève de monter. Et donc, quand il y a trop de scolites sur un arbre, l'arbre meurt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des attaques de scolites massives en République tchèque, mais aussi en Allemagne, en Belgique et dans l'est de la France, qui ont conduit à une mortalité considérable des épicéas. Plus de 30% des surfaces étaient affectées, qui ont conduit à je dirais, un changement de signe d'absorption vers émission de la forêt en République tchèque. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? En France, l'inventaire national français, il est fait par l'IGN, qui a repris, je dirais, les mesures de l'IFN, qui était l'inventaire forestier national. Et ensuite, ces chiffres, ils sont donnés par le CITEPA, qui est l'agence nationale qui fait un rapport pour les Nations Unies sur le bilan de carbone de la France, qui rapporte aussi les émissions industrielles. Et donc, le CITEPA fait un travail considérable, puisque non seulement il nous donne le puits net, qui est la courbe noire toujours en France, pour la forêt, mais il nous le décompose entre des gains qui sont liés à la croissance, qui sont les barres vertes, et puis des pertes. Et les pertes, en fait, des forêts, il y a deux types de pertes. Il y a les pertes marron, qui sont la récolte, le fait que, oui, il y a beaucoup de forêts qui sont gérées de manière assez intensive, et on récolte du bois, donc pour la forêt, c'est une perte de carbone. Mais aussi, comme ils revisitent des placettes, des fois, ils voient des arbres qui sont morts entre deux revisites, et de cet échantillon de placettes relativement limité, on en déduit la mortalité naturelle, c'est-à-dire tous les arbres qui n'ont pas été délibérément prélevés pour en extraire le bois. Et on voit que cette mortalité naturelle, qui sont les barres rouges, qui étaient relativement faibles, qui représentaient, je ne sais pas, 15%, même pas, de la récolte, elle a augmenté pratiquement de 80% en raison du changement climatique, mais on connaît mal, en fait, les causes de cette mortalité. Euh, et si on regarde, par contre, la croissance, donc la pousse des arbres, comment c'est mesuré, en fait? L'IGN va visiter des placettes, à peu près 6000 en France. 6000 sont revisités et 6000 tirés au sort sont visités pour une première fois et appelés à être revisités dans 5 ans. Et donc, il mesure en fait la croissance des arbres en faisant des carottes, des trous, hein, pour prélever un échantillon sur l'arbre, compter les cernes, et en mesurant l'épaisseur des cernes, on a une idée de la croissance. C'est comme ça en fait que le CITEPA déduit la croissance sur, je dirais, l'ensemble des forêts françaises. Et on voit que la croissance, qui sont les barres vert foncé, augmentait de manière continue, c'est-à-dire les forêts poussaient de plus en plus vite. Eh bien, cette croissance, elle ne diminue pas, mais elle est stable. Elle a arrêté d'augmenter. Après, les nouvelles forêts, c'est quelque chose de tout petit, puisqu'en France, on n'a pas de méga programme de plantation. On a un petit peu des prises agricoles qui continuent dans certaines régions rurales, mais on voit que les nouvelles forêts, ça ne constitue pas, évidemment, une ressource, un puits de carbone qui est très important. Et en orange, vous avez un autre facteur de perte qui sont liés aux très grandes perturbations. Ces très grandes perturbations, par exemple, c'est les célèbres tempêtes, la tempête Klaus en 2009, et puis les très grandes tempêtes Lothar et Martin, juste au tournant de l'année 1999-2000, qui dévastent une très grande quantité de forêts. À ce moment-là, évidemment, les placettes de l'inventaire, c'est des points, on ne peut pas toutes les échantillonner. Et donc, il y a un calcul spécial qui est fait pour regarder les surfaces d'arbres qui sont abattus, hein, qui sont tombés à cause de ces tempêtes intenses, comme aussi la tempête Kiran récemment, et qui font un calcul spécial qui rajoute en fait des pertes liées aux tempêtes. On voit que c'est important l'année de la tempête, mais ensuite ça s'atténue les années suivantes. Et alors, en France, la situation est mauvaise puisque le puits net de carbone, qui était autour de 60 millions de tonnes de CO2, presque 15% de nos émissions industrielles, il décroît
et il décroît plus qu'en moyenne dans le reste de l'Europe. On n'est pas les plus mal lotis. En Allemagne, le puits est passé à zéro, donc les forêts n'absorbent plus de carbone. En Finlande, c'est un grand pays forestier qui fait très attention à ses forêts. La principale ressource économique du pays, qui avait un puits de carbone dans les forêts, le puits est tombé à zéro. En France, on a été réduit d'un facteur 2. Pourquoi? À cause d'une légère augmentation de la récolte, à cause d'une très forte augmentation de la mortalité et à cause d'une saturation, voire d'une légère baisse de la croissance des forêts. Et alors, pourquoi c'est préoccupant? Parce que, en fait, si on regarde ce qui se passe au niveau des nouvelles forêts, parce qu'on récolte, mais on replante des arbres ou on laisse la forêt se régénérer après les coupes, ce qu'on constate depuis 5 ou 10 ans, c'est qu'en fait, les bébés arbres qui repoussent après les coupes ou après des événements de mortalité, eh bien, ils ont du mal à régénérer la forêt, puisque une fois sur deux, en fait, on a un échec. C'est-à-dire que les bébés arbres meurent parce que le climat d'été est trop sec, notamment si on a des coupes rases, le climat est encore plus sec et chaud localement. Et donc, on a un échec des nouvelles plantations, ce qui pose évidemment un grand problème aux gestionnaires de la forêt, qu'ils soient privés ou publics, à savoir que jusqu'à présent, les forêts se régénéraient correctement. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on doit faire si aujourd'hui, une fois sur deux, les forêts ne se régénèrent pas correctement? Est-ce qu'il faut planter de nouvelles essences qui sont mieux résistantes au changement climatique? Est-ce qu'il faut changer les modes de gestion de la forêt? Ce sont évidemment des grandes questions auxquelles on n'a que des réponses partielles. On peut regarder aussi les choses à l'échelle des régions parce que le CITEPA apporte plus finalement que ce qui est demandé par les Nations Unies, qui est juste un bilan national. Il apporte en fait un bilan similaire à celui que j'ai présenté pour chaque région. Et donc, on peut regarder quelles sont les régions où les choses vont mal et quelles sont les régions où les choses continuent à aller bien. Et donc, pour faire court, les régions où les choses vont mal, où le puits de carbone de la forêt a disparu, qui sont même émettrices de carbone, c'est principalement les régions des Hauts-de-France et du Grand Est. Pourquoi le Grand Est? Parce que, comme en République tchèque, en fait, on a eu des attaques de scolytes massives dans les Vosges qui ont conduit à une très grande mortalité des épicéas. De plus, ces épicéas, c'est des espèces qui aiment le froid, et comme les hivers sont de plus en plus chauds et les étés sont de plus en plus chauds et secs, eh bien, ce sont des arbres qui meurent plus parce qu'ils sont moins adaptés aux conditions climatiques. Après, il y a des régions où les choses continuent à aller bien. Par exemple, l'Occitanie en haut à droite, ou l'Île-de-France, on voit qu'on a un puits de carbone qui continue à être stable, malgré une augmentation de la mortalité, parce que la croissance continue à augmenter. On n'a pas une véritable relation très simple pour dire, ah ben ça y est, j'ai tout compris. C'est lié, par exemple, à la gestion. Il y a des régions où on coupe trop d'arbres et puis des régions où on n'en coupe pas assez. Par exemple, si on regarde la Nouvelle-Aquitaine, c'est principalement une plantation. Donc, c'est géré de manière très intensive. Les pins maritimes sont récoltés tous les 20 ans. Donc, c'est vraiment un système de production du bois pour l'énergie, le papier, le bois. Et on voit que la Nouvelle-Aquitaine a été affectée par des grosses tempêtes, qui a conduit à une augmentation des prélèvements, parce qu'évidemment, quand les arbres sont morts, ils sont tombés à cause des tempêtes, il faut bien en faire quelque chose et les récolter d'urgence. Mais malgré le fait que la gestion soit très intensive, c'est une région qui maintient en fait une croissance et un puits de carbone important. Et à contrario, on a aussi une autre région, comme par exemple la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il n'y a pratiquement pas de gestion forestière, c'est des forêts méditerranéennes, il y a très très peu de prélèvements. Vous voyez que la quantité de prélèvements en marron est très très faible par rapport à toutes les autres régions. C'est des forêts qui poussent lentement, on a plus de mortalité, mais on voit que la croissance se maintient et que ce sont des forêts qui finalement sont relativement résistantes au changement du climat et qui continuent à stocker du carbone. Donc on a des contrastes régionaux qui sont importants. Et alors, il y a deux façons en fait de regarder le stockage du carbone dans les forêts françaises à l'échelle nationale. La première façon, c'est la courbe noire, c'est ce que fait le CITEPA. C'est-à-dire qu'ils font comme vous sur votre compte en banque à la fin du mois ou à la fin de l'année. Ils regardent les gains avec ces croissances qui sont mesurées sur des carottes où on compte l'épaisseur des cernes. Et puis pour les pertes, en fait, comme on ne peut pas complètement comprendre la quantité, le volume de bois qui est récolté, ils font des enquêtes de branches et ils demandent aux gens qui ont des scieries, etc., combien de bois est coupé. Ils en estiment un volume, c'est relativement incertain. Et pour la mortalité naturelle, donc ils regardent sur un échantillon de placettes les arbres qui sont tombés, qui n'ont pas été délibérément récoltés.
Il y a une autre façon alternative, et c'est celle-là qu'on a utilisée pour comparer, pour vérifier en quelque sorte que la comptabilité nationale donnait les mêmes résultats. On a 6000 placettes et elles sont revisitées tous les 5 ans. Et donc, on peut juste regarder en fait un accroissement des stocks sur pied sur les 6000 placettes. Il y a beaucoup de bruit parce que 6000 placettes, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu par rapport à la couverture totale de forêt et à leur diversité. Donc, c'est la courbe en pointillé. Donc, c'est vraiment l'accroissement entre un inventaire qui va remesurer 5000 placettes qui avait été mesuré il y a 5 ans, et puis l'année d'après, il repasse, il remesure 5000 placettes, ce n'est pas forcément les mêmes. Et on peut comme ça construire une moyenne mobile, en quelque sorte, qui nous montre que oui, on a plus de variabilité si on utilise cette méthode directe. Hein, c'est vraiment très brutal. Hein, voilà, on regarde les accroissements d'une année sur l'autre que nous donne l'inventaire, mais c'est quand même lissé sur 5 ans, puisque l'inventaire, il voit que des choses qui se sont passées tous les 5 ans. On a quand même des résultats qui sont concordants, mais avec plus de variabilité selon les campagnes. Alors, où on en est du coup maintenant par rapport à nos engagements? Parce que comme l'Europe avec ses engagements de neutralité, la France a une loi qui s'appelle la SNBC, qui est la stratégie nationale bas carbone, qui est assez bien faite, puisque pour atteindre la neutralité, il faut des étapes. On ne va pas juste dire, ah oui, on verra en 2050. Et donc, le gouvernement français propose des objectifs sectorisés, qui sont repris d'ailleurs par le Haut Conseil sur le climat, pour savoir où ça va, pour tous les secteurs, les bâtiments, l'industrie, le trafic automobile et aussi la forêt. Et donc, si on regarde les objectifs de la deuxième SNBC, ces petites barres qui sont en rose en bas, ce qui était prévu, c'était d'obtenir un puits jusqu'en 2030 d'à peu près 38-39 millions de tonnes de CO2 et de maintenir ça jusqu'en 2033. Et ça, c'est pour tout l'usage des terres. Ça contient aussi les émissions qui sont liées aux cultures et aux prairies. Et alors, si on regarde que la forêt, ça marche. Mais si on rajoute les émissions, les pertes de gaz à effet de serre liées aux cultures, et on voit que sur la courbe rouge, on est en fait très en dessous. On est 20 millions de tonnes de CO2, c'est très important, en dessous de l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, les objectifs étaient beaucoup trop optimistes et on n'est pas du tout capable de les atteindre dans l'ensemble du secteur des terres. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a révisé les choses à la baisse. Et la SNBC 3, elle est beaucoup plus conservative puisqu'elle nous propose de faire un puits total pour tout l'usage des terres, forêt et non forêt, de seulement 9 pour tenir compte de la crise des scolites, millions de tonnes de CO2 par an sur les 4 prochaines années, et puis 18 plus tard. Alors, on peut évidemment dire que voilà, on adapte l'objectif en fonction de ce qu'on peut faire. Mais tout ce carbone qu'on ne va pas séquestrer, évidemment, ça va nous dire qu'on ne pourra pas atteindre correctement notre neutralité si, à cause du secteur d'usage des terres et d'autres raisons, on ne peut pas atteindre ces objectifs de la SNBC. Ça pour dire que c'est quand même un problème important. Alors, ça nous a conduit à regarder finalement ces histoires de mortalité, puisque la première cause pour laquelle les forêts absorbent moins de carbone que prévu, elles en absorbent quand même, mais de moins en moins, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de la mortalité. Donc là, on a pris toutes ces données de placettes, qui sont vraiment des tout petits endroits, où on peut, par contre, on a des données détaillées à l'échelle de l'arbre. Donc on sait si c'est des petits arbres, des grands arbres, des épicéas, des douglas, des chênes, pourquoi ils meurent, comment ils meurent. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quelle année ils sont morts, puisqu'on passe tous les 5 ans, et donc ils sont morts 5 ans plus tard, on ne sait pas si c'est juste l'année 4 ou l'année 1. Et donc, ce qu'on voit, si on fait des cartes de mortalité, donc c'est du volume en mètres cubes par an, par hectare de placettes visitées, c'est un échantillon statistique, on voit très clairement quand même que sur toutes les campagnes successives de mesure, on a une très forte augmentation de la mortalité, notamment dans le centre de la France et dans l'est de la France, principalement liée donc à ces attaques d'insectes. On peut regarder plus en groupant les résultats par écorégion forestière. Et on voit que les courbes, les régions où la mortalité augmente le plus, c'est clairement dans le Jura, dans le Grand Est et dans les Vosges, là où on a ces problèmes d'insectes. Et puis, on peut regarder quelles sont les espèces d'arbres qui sont les plus affectées. Et là aussi, sans surprise, on voit que ce sont les épicéas qui sont principalement affectés par cette mortalité, et aussi les espèces comme les ormes, et puis les frênes et les châtaigniers, qui ne sont pas tellement affectés par les insectes, mais par des maladies. Et par exemple, les ormes ont été très, très, je dirais, abattus, presque disparus en France
à cause de maladies. Et maintenant, c'est le cas pour le châtaignier avec l'encre du châtaignier et avec les frênes. On peut aussi regarder, finalement, si ce sont les petits arbres, les bébés arbres qui meurent plus ou les grands. C'est important parce que si les bébés meurent plus, ça veut dire qu'en termes de régénération pour le futur, si on tue les bébés, ça ne va pas être très bien pour le futur de la forêt. Et ce qu'on voit, c'est que sur cet accroissement de la mortalité, si on essaye de grouper ça, c'est à droite, hein, c'est juste le nombre d'arbres par an qui meurent dans les placettes. Et on voit que là, clairement, c'est plus les bébés arbres, les petits arbres en noir, qui ont un taux de mortalité qui augmente et qui, de toute façon, est beaucoup plus élevé que celui des plus grands arbres. Ce n'est pas complètement inexpliqué parce qu'il y a beaucoup de compétition en fait dans une forêt. Si les arbres sont serrés, ils se battent pour la lumière, ils se battent pour l'eau. Évidemment, les bébés arbres qui ont accès à moins de lumière et à moins d'eau, ils ont plus de chances de mourir. Par contre, si on regarde à gauche, la mortalité, mais cette fois-ci, elle est transformée en biomasse ou en volume, c'est-à-dire le volume de bois qui disparaît sous forme de mortalité. Il y a évidemment plus d'arbres jeunes qui meurent, mais comme les arbres gros, ils contiennent une quantité de biomasse par arbre qui est beaucoup plus grande, en fait, en termes de volume affecté, c'est vraiment la mortalité des grands arbres qui cause une perte de volume et donc une perte de carbone dans notre inventaire par rapport aux petits arbres. Donc, plus de mortalité sur les petits, mais plus de perte de carbone à la fin sur les gros. Et alors, on ne sait toujours pas pourquoi, en fait, on a ces épisodes de mortalité, on sait qu'il y a eu des attaques d'insectes, on sait qu'il y a des maladies. Et donc, dans cette étude, on a essayé de regarder de manière systématique avec des méthodes, je dirais, d'interprétabilité basées sur de l'intelligence artificielle ou tout du moins du machine learning. On a pris plein de candidats possibles, par exemple la densité des arbres. Si les forêts sont très denses, il y a plus de compétition. A priori, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de mortalité. Le climat, bien sûr. On a regardé tout ce qui était au niveau climat, 7 ans avant qu'on observe de la mortalité, si c'était plus chaud, plus sec, etc. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé que, d'une part, il y a effectivement des facteurs qui sont liés à l'état moyen de la forêt. Plus les forêts sont denses et plus les arbres sont petits, plus il y a de mortalité. Ça, c'est une mortalité de fond. Et par contre, en termes de facteurs climatiques, sur la droite, on a vu que globalement, c'est beaucoup plus les épisodes chauds qui sont importants. Mais ce qui nous a surpris sur les courbes, sur les barres rouges et les barres bleues, c'est qu'en fait, on s'attendrait que c'est plutôt les sécheresses qui causent des problèmes. Donc, tous les événements qui sont à la fois chauds et secs. Mais il y a aussi des événements qui sont chauds et humides. Par exemple, il y a des hivers et des printemps qui sont chauds et humides. Et on a découvert qu'en fait, ce n'était pas seulement les conditions chaudes et sèches qui étaient des précurseurs de la mortalité ou de son augmentation, mais aussi les épisodes qui sont chauds et humides. Et ça, c'est relativement contre-intuitif. Donc, on a regardé un peu plus en détail, finalement, quel type d'événements chaud, sec et chaud, humide causait le plus de mortalité et surtout en quelle saison. Et ce qu'on a vu, et surtout quelle était la longueur de ces épisodes climatiques. Si on a juste une sécheresse de 1 mois, on s'attendrait à ce que ce soit moins problématique, à moins qu'elle soit extrême, que si on a, par exemple, une sécheresse qui va durer 6 mois. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en termes d'impact de tout ce qui est plus chaud et plus sec, c'est principalement les conditions d'été. Parce qu'en été, évidemment, il y a déjà moins de précipitations. Les arbres transpirent de l'eau depuis le printemps, donc ils ont moins de stock d'eau disponible dans le sol. Et donc, chaud et sec, c'est un problème d'été. Par contre, chaud et humide, pourquoi les arbres meurent plus quand les conditions chaudes et humides ont précédé la mortalité? C'est principalement sur des printemps chauds-humides et des hivers chauds-humides. Et là, on s'est demandé pourquoi. C'est peut-être lié au fait que les périodes chaudes humides, finalement, favorisent l'émergence des maladies et des ravageurs. Et donc, évidemment, il y a les insectes, ils prospèrent plus, ils meurent moins parce que les hivers sont moins froids, et donc ils sont disponibles pour attaquer les arbres la saison suivante. Il y a aussi des raisons peut-être physiologiques, c'est-à-dire que quand il a fait chaud et humide, l'arbre va peut-être sortir trop de feuilles, investir trop de carbone, et ensuite il se retrouve avec un été qui est plus sec. Et là, il a des problèmes en fait pour maintenir sa capacité photosynthétique et son activité. Alors, pour terminer cette présentation, l'inventaire, c'est très bien, mais on comprend que 5000 placettes de 0,1 hectare chacune,
Ça nous donne un échantillon national, ça nous donne des indications régionales, mais on ne peut pas faire de carte. Et ce qui intéresse les gestionnaires de la forêt, c'est de savoir précisément à quel endroit on a de la mortalité, des pertes ou des gains. Et pour ça, les satellites sont bien parce qu'ils prennent des images tous les jours, parfois, euh, de plein de variables qui nous permettent de mieux comprendre l'état de la forêt, notamment des images optiques, donc de la couleur en différentes longueurs d'onde spectrales, des images radar, donc comment la végétation, avec son contenu en eau, va changer en fait la réflexion et la diffusion des ondes radar qu'on envoie depuis un satellite. Et puis, on peut envoyer des pinceaux de photons avec des lasers pulsés qu'on appelle des lidars, et on peut récupérer comme ça des informations très utiles sur la hauteur de la forêt. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais évidemment, on n'a pas de satellite qui mesure le carbone. On a des satellites qui font la couleur, le radar. Et donc, parmi les travaux que nous avons effectués, nous avons essayé de transformer cette information brute, donc ce déluge d'images satellites, hein, c'est des pétaoctets de données, téraoctets en tout cas pour la France, en carte de carbone. Comment on fait? Ben, on essaye d'apprendre à des machines, c'est vraiment de l'apprentissage profond, en lui disant, voilà, on te donne des images satellites, on t'apprend à calculer, à simuler des hauteurs ou des biomasses là où on a quelques rares mesures, et ensuite on va demander à ces modèles d'intelligence artificielle de faire une prédiction continue, forme de carte, aux endroits où on n'a pas de mesure. Évidemment, on a des moyens de test et de vérification de la qualité du modèle. Ça nous a permis de faire une première carte de France des hauteurs de la forêt. Donc, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est des forêts qui sont hautes, qui font plus de 30 mètres. Quand c'est zéro, ça veut dire qu'on n'a presque pas de forêt ou des tout petits arbres. On voit évidemment qu'en France, les forêts les plus hautes, elles se trouvent dans les Alpes, dans les Pyrénées et puis surtout dans la région du Grand Est. Et ces cartes, elles sont très détaillées. Elles ont une résolution spatiale de 10 mètres. Et donc, elles nous permettent de révéler toute l'hétérogénéité de la forêt. Vous voyez, par exemple, la forêt de Crécy, en haut à droite, qui montre vraiment une intrication de parcelles qui sont âgées, qui ont beaucoup de hauteur et beaucoup de biomasse, qui sont juste à côté, qui sont adjacentes avec des parcelles jeunes qui ont été coupées. On voit très bien les formes géométriques des coupes. Alors ça ne suffit pas parce que faire une belle carte, c'est déjà très utile, mais ce qui est important, c'est de suivre les changements de la forêt dans le temps. Suivre les changements, c'est plus difficile parce que, évidemment, savoir si on a une hauteur de 30 mètres ou de zéro, on peut apprendre ça à une machine, à un ordinateur. Mais savoir si une forêt pousse de 1 mètre par an ou de 0,5 mètres par an, ce sont des signaux beaucoup plus faibles. Il y a aussi beaucoup de bruit dans les données satellites et dans les modèles. Mais disons qu'on arrive à se débrouiller pour vacciner ces modèles d'apprentissage profond contre la variabilité pour leur faire apprendre un signal continu de croissance et de perte. Et ça marche assez bien. Par exemple, dans cette plantation de pins maritimes, où les arbres poussent très vite, si on regarde au bout de 4 ans ce qui s'est passé, donc c'est une carte à droite de différence, on voit que toutes les parcelles jeunes en bleu, elles ont beaucoup poussé, et elles ont poussé plus en 2019 qu'en 2018, en 2020 qu'en 2019, etc. Donc on a un incrément qui est lié vraiment à la pousse rapide de ce type d'espèce. Et puis on a des polygones, comme les carrés que vous voyez là, qui représentent en fait des coupes rases pour la forêt des Landes, avec une très forte perte de hauteur. Par contre, dans d'autres régions, comme des Médès dans les Alpes, on voit qu'on a une croissance qui est beaucoup plus diffuse, et puis on a des trous en rouge qui correspondent à des épisodes de mortalité qui sont beaucoup plus difficiles à détecter. On fait ça à 10 mètres de résolution, mais on s'est aperçu qu'il existait des satellites, comme le satellite Spot, Spot 6 et Spot 7, qui ont moins d'images dans le temps. Ils ne nous donnent pas une image par jour, ils nous donnent 2 ou 3 images par an, mais ils ont une couverture sur toute la France, et surtout, ils ont une résolution spatiale de 1,5 mètre, c'est-à-dire que la taille d'un pixel dans l'image, c'est 1,5 mètre. C'est très intéressant parce que ça nous permet en fait de distinguer pratiquement chaque arbre. Et donc là encore, on peut essayer d'apprendre à des ordinateurs à reconstruire des cartes très précises, des hauteurs très précises qui sont mesurées sur le terrain, comme l'image de gauche. Et on voit que ces prédictions avec notre modèle alimenté par cette donnée spot à très haute résolution, elles sont très bonnes. Et par contre, si on compare ça à d'autres prédictions qui sont faites avec des satellites à plus basse résolution, comme les satellites Sentinelle à 10 mètres de résolution ou Landsat à 30 mètres de résolution, eh bien, ça ressemble à un truc tout vert où on ne distingue pas les arbres, on ne distingue pas les trouées, et donc on a du mal à distinguer les changements.
Pour vous donner un exemple des performances et de la valeur de ces images à très haute résolution, vous avez deux régions, une région de la forêt des Vosges euh, avec la vérité terrain. ALS, ça veut dire Airborne LiDAR Scanning, ce sont des avions qui mesurent avec des lidars, ça coûte très cher, on ne peut pas se permettre de faire ça sur toute la France, mais sur cette petite région, ça existait, où il y a un survol de cette région qui a eu lieu en 2019, un en 2022, on fait une différence. Et ce que voit donc ce lidar aéroporté, c'est en fait des polygones de coupe qui sont liés en fait à l'extraction des arbres après l'attaque de scolytes. Et surtout, il y a plein de trous, et les trous, c'est la mortalité. C'est les arbres individuels qu'on ne pouvait pas voir avant. Et ce qu'on arrive à voir depuis l'espace, on est quand même à 800 km d'altitude, avec des images, on a une ou deux images par an, mais on arrive quand même à très bien reconstruire la structure de la forêt. C'est à peine un petit peu plus flou que les images, je dirais, lidar terrain, et on retrouve très bien, je dirais, les patterns de perte, de disparition des arbres, ce qui nous permet maintenant donc d'avoir un suivi complet de la forêt. Ces cartes, elles sont maintenant disponibles depuis 2013, donc on a quand même plus de 10 ans de données derrière nous, sur l'ensemble de la France, à résolution annuelle. Et là, vous avez un autre exemple pour terminer, c'est les fameux feux extrêmes qu'on a eu dans les Landes en 2022. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une forêt ancienne, pas primaire, mais ancienne, autour du bassin d'Arcachon, qui s'appelle la forêt de la Teste, qui a brûlé. Et donc en 2022, elle ressemblait à ça. Elle a de très fortes hauteurs. Tous les arbres ont plus de 30 mètres. C'est assez rare en France de trouver un gros paquet de forêt avec des arbres qui font 30 mètres. Vous voyez tous les polygones de feu en noir, donc toutes les taches de feu en fait qui ont suivi les feux. Et après en 2024, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a récolté les arbres qui étaient abîmés et on a essayé de replanter la forêt. Et donc on peut suivre comme ça, c'est ce qui est devenu après le feu de la Teste et puis maintenant les feux dans l'Aude qu'on a eu l'hiver dernier. Donc pour conclure, la mortalité des forêts a augmenté de manière très importante et c'est la principale cause, cette augmentation de la mortalité naturelle, du fort déclin des puits de carbone en France. On continue à absorber du carbone, mais on en absorbe 2 fois moins que la décennie précédente. Évidemment, le futur est important. Certaines régions, comme le Grand Est, les Hauts-de-France, la Bourgogne, sont en train de perdre du carbone. C'est-à-dire qu'elles ont fait une transition où elles absorbaient et maintenant elles perdent du carbone. On comprend très mal la mortalité. Il y a des facteurs très complexes, la résistance de chaque arbre, sa taille, ses voisins, le type de sol, etc. Mais on voit quand même ce qu'on attendait, c'est-à-dire que les conditions plus chaudes et sèches en été sont des précurseurs de mortalité, mais aussi, ce qu'on n'attendait pas, que les hivers et les printemps chauds et humides sont aussi associés statistiquement à une augmentation de la mortalité. On ne comprend pas encore tous les processus, on peut les deviner, mais évidemment, tous ces modèles statistiques, ça ne permet pas d'avoir une compréhension parfaite des mécanismes. On a quand même des différences entre le puits, qui est le rapport national, et ce qu'on observe avec des satellites sur des régions. Les satellites ne sont pas la solution à tout. Ils permettent quand même de faire de grandes avancées scientifiques pour avoir une cartographie précise des pertes et des gains de la forêt. Ils sont quand même incertains, c'est-à-dire pour les gains, quand les forêts sont anciennes, on a du mal à voir quelque chose, parce que les arbres, ils sont comme les humains, ils ne poussent pas en taille, en hauteur, mais ils poussent en épaisseur, en quelque sorte. On devient plus gros aussi avec l'âge. Et évidemment, voir une densification et un épaississement des arbres, c'est quelque chose qui, si on demande ça, de faire à des satellites de voir ça, c'est plus compliqué que de voir simplement un accroissement du houppier. Et donc, il reste évidemment des défis pour mieux comprendre la croissance des forêts anciennes. Voilà, je vais vous remercier, et puis donc voilà, m'arrêter là. Je suis content d'avoir vos questions. Oui, merci beaucoup Philippe. Alors vraiment génial, vraiment passionnant. Il y a juste quelques remarques parce que toutes vos diapos sont en anglais, mais en fait on fait ici des remarques avec des propositions. Peut-être que vous adhérez à celle-ci. Ce serait qu'on puisse simplement dans le cadre du MOOC, bien sûr, éventuellement avoir votre diaporama et puis que des personnes, en soient plusieurs, à essayer de le traduire de manière à ce que les contenus soient accessibles à tous. Ce serait vraiment Oui, hyper apprécié. bien sûr, je peux envoyer des Génial. traduites, il n'y a pas de problème. Bon, ben c'est très bien. Merci beaucoup. Et voilà, ça c'était un premier point. Alors, bon, on a une dizaine de minutes. J'ai noté 400 questions à vous poser, Philippe. D'abord, un ordre de grandeur. La question arrivait très tôt. Vous avez parlé à l'échelle de l'Union européenne de 300 millions de tonnes de carbone absorbées par an. Mais en fait, pour absorber 1 million de tonnes de carbone par an à peu près,
c'est à peu près quelle surface, avec quelles essences, si on part sur un climat tempéré comme le nôtre? Est-ce qu'il y a des ordres de grandeur pour visualiser cela? Oui, alors c'est assez compliqué de donner un ordre de grandeur parce que tout dépend de l'hétérogénéité démographique de la forêt. C'est-à-dire qu'un Oui, hectare, une vieille forêt, elle va peut-être pousser, peut-être pas absorber. Mais pour donner un ordre de grandeur, une forêt, je dirais, dynamique, qui a 20 ans, donc qui est en pleine pousse et où tout va bien, elle va peut-être séquestrer, je dirais, 1 tonne, peut-être 2 tonnes, si vraiment ça se passe très bien, de carbone par an, par hectare. par hectare, Un d'accord. hectare, quand les choses vont bien, s'il y a 1 tonne de carbone par an, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La forêt tropicale, ça pousse plus vite. Si vous demandez la même chose pour un hectare de forêt tropicale qui se régénère, qui a 20 ans, le climat est mieux, hein, les arbres poussent plus vite. Donc là, sur la forêt tropicale, on peut avoir 3 ou 4 tonnes de carbone par hectare par an pour des jeunes forêts, hein. Vous avez présenté et vous avez ventilé un petit peu par grande région de France les résultats. Et je pense que chacun peut s'y retrouver en fonction de son lieu d'habitation. En tout cas, pour ceux qui sont en France métropolitaine, quid des Outre-mer? C'était pas forcément le périmètre qui était dans le rapport que vous avez dirigé, mais quelles seraient les observations, notamment au niveau du massif forestier de la Guyane? Alors, c'est une très bonne question, politiquement sensible, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'inventaire en Guyane, parce que, évidemment, les forêts ne sont pas accessibles. Et puis, on n'avait pas mis en place un inventaire sur des placettes. D'abord, c'est compliqué parce que la forêt tropicale est beaucoup plus diverse, sa structure est beaucoup plus complexe. Et ensuite, il faut pouvoir prélever un échantillon tous les 15 kilomètres. Il y a juste des endroits qui sont inaccessibles. Et donc, le CITEPA a rapporté que la forêt guyanaise, comme on ne savait pas que c'était une forêt ancienne, en tout cas pour les parties où il n'y a pas de déforestation, on mettait 0. On disait que c'était neutre. Évidemment, la Commission européenne leur dit, oh les gars, ça va un peu, mais il faudrait avoir des mesures. Et donc, on leur fait comprendre que ce n'est pas suffisant de dire que c'est 0. Et alors là, je crois qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place un inventaire. Ça va prendre beaucoup de temps. Il y a de très bons inventaires scientifiques, mais il n'y a pas d'inventaire spatialisé. On a regardé avec les mêmes méthodes d'utilisation des données satellites ce qu'on voit. Et donc, on voit un puits de carbone, je dirais relativement faible, mais quand même significatif sur l'ensemble du territoire guyanais. Et aujourd'hui, les données satellites ne sont pas encore utilisées parce qu'il faut que ce soit mis, je dirais, dans une méthode d'inventaire et que ce soit validé par des données terrain. Donc, on a vraiment un trou dans la raquette parce que, effectivement, on se plaint souvent parce que les pays tropicaux n'arrivent pas à faire d'inventaire, ils ne font pas de reporting, ils utilisent des méthodes qui sont pratiquement des feuilles Excel avec des valeurs par défaut. Mais le Brésil, par exemple, ils ont mis en place un inventaire de 20 000 placettes, quoi, et 300 vols lidar aéroportés. Donc, ils rigolent pas, si vous voulez. Et on connaît finalement beaucoup plus de choses sur les bilans de carbone de la forêt en Amazonie brésilienne qu'en Guyane française. Donc, effectivement, c'est une question importante sur lesquelles il va falloir, je ne dirais pas se réveiller, mais faire quelque chose pour apporter de meilleures données. Vous avez passé pas mal de temps à nous parler des causes de la mortalité. Vous avez vraiment mis en avant que c'était multifactoriel, qu'il y avait eu des effets de surprise aussi, avec l'importance, par exemple, de douceur et la place du rôle de l'humidité. Alors, il y a pas eu mal de questions sur la question des incendies que vous avez présenté un peu à la fin avec l'exemple des Landes. Mais c'est quoi le signal incendie dans les puits de carbone? Est-ce que c'est significatif par rapport au reste Ça, c'est un premier point. Et puis, bien sûr, beaucoup de questions sur la structure des forêts, le fait qu'il y ait des monocultures. Est-ce que moi, je ne sais pas si les épicéas, par exemple, sont toujours sous forme de monoculture, ou est-ce qu'en République tchèque, dont vous avez parlé, en fait, c'était des forêts, je dirais, natives. Qu'est-ce qu'il en est, je dirais, incendie et monoculture par rapport à votre diagnostic de mortalité? Alors, les incendies, tout dépend à quelle échelle on se place. À l'échelle nationale, même pour l'année où on avait eu tellement de feux en 2022, surtout dans des régions où il n'y avait pas de feu avant, donc dans les Landes et puis en Bretagne, un petit peu dans le Jura, on avait estimé que les pertes de carbone, c'était, je crois, 5 ou 6 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, par rapport à un puits qui vaut 30, c'est significatif. Mais les incendies ne vont pas, je dirais, nous faire passer en émission parce Mhm. que les surfaces brûlées restent relativement modestes. Voilà. Après, les incendies, chaque année, ils sont assez récurrents dans la région méditerranéenne. Ce qui est plus préoccupant, c'est l'arrivée de nouveaux types de feux, comme on n'avait jamais eu. En tout cas, il y avait sûrement des feux dans les années 30 et 40 dans les Landes, mais il n'y en avait plus depuis cette période à cause de la gestion de la forêt, de la protection contre les incendies, etc.
Et donc, évidemment, sur le long terme, si on a des incendies extrêmes qui se produisent tous les 5 ou 10 ans, les feux vont conduire à des pertes importantes. Mais même une année extrême de feu, c'est beaucoup moins de pertes qu'une année avec une très, très grosse tempête, comme on en a eu rarement quand même, hein, mais on a eu Lothar, Martin et Klaus. Et la mortalité induite par les tempêtes a conduit à des pertes temporaires de carbone qui sont bien plus élevées que ce qu'on a avec les incendies. Sur la monoculture, peut-être un mot, ou les monocultures. Alors, il y a évidemment différents types de monocultures, hein. Il y a des monocultures liées à des exploitations intensives, comme dans les Landes, où on plante des essences. Il y a des pépinières, hein, c'est une grosse industrie, où on produit des souches d'arbres qui sont faites pour bien pousser, être récoltées très vite. Il y a des monocultures qui sont récoltées plus lentement, hein, des épicéas, etc. A priori, pour tout ce qui est attaque d'insectes et maladies, forcément, comme les insectes et les maladies ciblent une essence, si on est en monoculture, presque tout le monde va mourir. Alors que si on a des forêts mixtes, ça va ralentir la propagation et l'impact des maladies et des insectes. Euh, la grande question, c'est aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour le futur? C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à planter des résineux là où il y avait des résineux, ou est-ce qu'il faut diversifier la forêt et l'adapter au changement climatique, notamment dans l'est de la France? On peut se poser très sérieusement la question de l'importance de planter des feuillus qui sont un peu plus résistants, qui ont moins besoin de froid en hiver. Et alors, il y a beaucoup d'essais qui sont faits, hein. Le problème, c'est que le niveau de connaissance qu'on a sur le type de forêt qu'il faudrait planter optimalement dans chaque région pour bien faire les choses est très faible par rapport à l'urgence du problème qui se développe. C'est-à-dire le problème, il se développe en 5 ans, mais ce n'est pas comme en agriculture, où on cultive une nouvelle variété à la fin de l'année, on peut faire des recommandations aux chambres d'agriculture et les fermiers peuvent cultiver les variétés les plus performantes. Pour les arbres, il faut attendre 30 ans. Et donc, on fait des expérimentations et on essaye, des gestionnaires de la forêt comme l'ONF, aussi des gestionnaires privés, je pense, hein, je ne suis pas un expert du domaine, essayent de faire des expérimentations, par exemple de futaies mixtes, plus denses, où ils essayent d'élaguer les arbres quand la forêt est en phase jeune pour laisser pousser finalement ceux qui sont les plus prometteurs. Mais en même temps, dans la phase de jeunesse, quand les arbres sont d'hiver, ça diminue en fait le risque de mortalité sur des étés très secs. On sait que, par exemple, si on plante des chênes comme avant, hein, des rangées de chênes en espérant que ça va donner une chaînée, on sait que ça, dans la région de l'Île-de-France, par exemple, ou du nord de la France, ça ne marche plus. Donc, il faut avoir plus d'essence. Et tout le problème, c'est le choix des essences, hein. Ce n'est pas aussi simple que de dire les hêtres de Nancy, ils n'aiment pas le climat actuel, donc on va prendre des hêtres de la Sainte-Baume autour de Marseille qui sont adaptés depuis des millénaires à un climat plus sec, et on va les transplanter. Parce que quand on transplante des hêtres, c'est pas seulement le climat, mais c'est aussi le type de sol, le contenu en calcium, l'azote, etc. Et donc, si on prend des hêtres qui ont l'air bien pour le climat, mais qu'on oublie qu'ils ont besoin d'un certain type de sol, de pH, évidemment, ils ne vont pas bien s'acclimater si on les replante dans d'autres régions. Et j'invite, on avait fait intervenir justement Brigitte Muche de l'ONF et Eric Payassa de la forêt privée qui avaient justement présenté ces expérimentations Oui. pour penser à la forêt de demain, qui est la question que vous venez d'aborder. C'est bientôt l'heure de nous quitter. On comprend bien que par rapport à la stratégie nationale bas carbone, on comprend bien qu'elle est optimiste, qu'elle est toujours probablement trop optimiste, et que ça implique, si on peut en déduire cela, que nos efforts d'atténuation, il va falloir les reporter, si on peut moins compter sur les forêts, sur de l'atténuation dans les domaines liés au transport, production d'énergie. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut interpréter tout ça? Bah oui, hein, il n'y a qu'un seul carbone et à la fin de la Ouais. journée, si on veut avoir une neutralité, si on veut être net zéro, ce qu'il faut faire hein, pour stabiliser le climat, il faut que les émissions soient à zéro. Je dirais, il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas dire, oh, ben, tant pis, on ne fait pas la forêt. Ce n'est pas une option, en fait. Et Mhm. heureusement, il faudrait pouvoir trouver des moyens de réduire plus les émissions dans d'autres secteurs, parce que sinon, effectivement, on n'atteindra pas les objectifs. Et on ne peut pas juste dire qu'on va reculer l'objectif parce qu'on ne freine pas assez vite. Si on recule l'objectif, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à mettre nos émissions à zéro et à contribuer à la stabilisation du climat. Bien écoutez, Philippe, merci beaucoup. C'était une heure vraiment très riche, beaucoup de messages.
qui traduisent cela. Vous avez même des petits cœurs et des petites mains et des applaudissements qui volent sur votre écran. Merci beaucoup. C'est assez rare, c'est plutôt bon signe. En tout cas, je voulais simplement, et au nom du VED, remercier à la fois tous les intervenants qui sont mobilisés dans le MOOC et pour ces directs, mais aussi remercier tous les participants à ces directs. Aujourd'hui encore, vous étiez près de 200, donc vraiment des rendez-vous qui, semble-t-il, ont été appréciés. Et nous sommes heureux d'avoir pu partager et mettre en relation ainsi à la fois la communauté scientifique et les citoyens. Voilà, nous espérons et nous ferons le nécessaire pour vous proposer de nouveaux rendez-vous sur ce thème ou sur d'autres sujets en 2026. Mais c'est déjà l'heure de se quitter, de vous souhaiter de très très bonnes fêtes. Et encore merci pour votre fidélité et pour votre expertise partagée, Philippe. À très bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.